Cette formation elle est organisée en 2 modules. Donc, ce premier module qui est plus un peu généraliste sur la question des violences. Donc, elle va nous permettre d'aborder des thèmes aussi fondamentaux pour pouvoir ensuite comprendre ce qui va suivre. Et puis, le deuxième module sera plus centré sur les violences spécifiques qui touchent les femmes migrantes. Donc, cette formation sur les violences sexuelles, sexistes et sexuelles, donc, elle est proposée par Femmes Entraide et Autonomie, donc, qui est une association qui a été créée en 2011. Les actions de cette association donc, tournent autour de la lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes et la promotion de l'égalité femmes-hommes et la promotion également de la santé des femmes. Donc aujourd'hui, on développe deux projets majeurs. Donc un projet de promotion de l'égalité femmes-hommes, donc en passant par les hommes. Parce que on est parti du constat que beaucoup de projets de lutte contre les violences, de promotion de l'égalité femmes-hommes s'adressent aux femmes uniquement. Et nous considérons que toutes les personnes doivent être impliquées dans la promotion de l'égalité femmes-hommes, les femmes bien sûr, mais également les hommes et les jeunes. Il nous semblait que les hommes étaient insuffisamment ciblés par les projets, alors qu'ils sont quand même au cœur, quelque part, de cette question. Donc, on a un groupe de 10 médiateurs qui ont été formés sur les questions de violence, sur les questions de genre, les conséquences des violences, et qui font des sensibilisations auprès de leurs pairs, PAIR, sur ces questions, donc pour faire prendre conscience des stéréotypes sexistes qui banalisent ou génèrent des violences sur les femmes, des discriminations. On a également un autre projet actuellement en cours sur la santé sexuelle et reproductive, donc auprès d'un public de femmes migrantes. Alors peut-être juste en introduction, avant d'aller plus loin, peut-être aussi un mot sur aujourd'hui la question des violences sexuelles et sexistes. Vous avez pu le remarquer, c'est un sujet qui est maintenant de plus en plus à l'ordre du jour. Cela fait l'objet d'articles dans la presse. Bon, il faut savoir que tout ce mouvement-là qui nous a amené à un peu peut-être détabouiser ce sujet, vient des États-Unis, donc avec le mouvement MeToo, qui était au départ une petite manifestation dans le quartier de Harlem. Donc, ce mouvement, alors il a été lancé par un travailleur social, comme il y en a aujourd'hui ici. Donc, elle était assistante sociale, Tarana Burke, elle l'est encore. C'est une femme qui vit, qui travaille dans le quartier noir de Harlem, aux États-Unis. Et donc, elle a reçu un jour une jeune fille de 13 ans qui a été victime d'agression sexuelle. Donc, elle a écouté cette jeune fille, elle a pris en charge, elle a fait ce qu'elle a pu. Et quelque temps après, en fait, cette femme, cette travailleuse sociale, a eu quelques remords, voilà, parce qu'elle s'est dit qu'elle a écouté cette jeune fille et elle-même, elle a été victime de la même chose et elle n'a pas su dire à cette jeune fille, moi aussi, donc MeToo. Chemin faisant, elle a quand même décidé, avec ce regret qu'elle avait en elle,
elle avait décidé de faire quelque chose, qu'elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Donc, elle a mobilisé dans ce quartier de Harlem où beaucoup de femmes étaient victimes de la même chose. Elle a rassemblé quelques femmes qui avaient qui ont pris des pancartes dans Harlem, donc sur lesquelles il était écrit MeToo. Donc, pour dénoncer à leur niveau, dans leur quartier, la question des violences sexuelles. Bon, donc là, c'était un mouvement resté un peu confidentiel. Bon, ils voulaient vraiment agir dans leur quartier. Ce mouvement est arrivé à nos oreilles grâce à une autre personne qui a repris cette expression, donc une actrice, Alyssa Byrne, qui a repris cette expression pour en faire un hashtag et dénoncer des violences sexuelles dans le milieu du cinéma. Voilà. C'est comme cela. Et d'autres actrices également ont suivi, ont répondu à ce tweet et ça a fait ce mouvement mondial qui est arrivé jusqu'à nous, qui s'est transformé en Balance ton port, etc. Voilà. Donc, plusieurs hashtags ont suivi. Donc ça, c'est une chose qui est à l'initiative de ce mouvement social, mondial, pour dénoncer les violences. Il y a eu d'autres choses également qui sont arrivées suite à ça. En France, depuis 2016, aussi, on a commencé à décompter le nombre de féminicides, le nombre de meurtres par conjoint ou ex-conjoint. Et depuis qu'on a commencé en 2016, on voit l'impact que cela a parce que ce chiffre diminue. On vous donnera les chiffres tout à l'heure. D'où l'importance de parler de ces sujets. Et également, l'autre chose aussi qu'on a pu constater, malheureusement, c'est que pendant les 2 périodes de confinement que nous avons eues, les violences sur les femmes, les violences sur les enfants ont augmenté. Voilà. On vous redonnera également les chiffres. Bon, donc tout cela pour dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale sur ces questions, sur le tabou autour des violences faites aux femmes et que, c'est, je pense, du ressort de chacun de prendre conscience de ce qui se passe et d'agir à son niveau. Donc, on est à un moment important. Donc, le sujet est sur la table, c'est très bien. Mais il faut, je pense, continuer également à informer, à sensibiliser pour qu'on arrive vraiment à en finir avec la question des violences. Voilà. Je vais prendre le relais. Super, merci. En fait, il nous a semblé important de repréciser un peu ce qu'on entend par la notion de genre. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on va plutôt parler de violences sexistes et sexuelles. À l'international, on parle plutôt de violences basées sur le genre. Et donc, je pense qu'il faut bien comprendre ce que cette notion recouvre pour parler un petit peu plus amplement des violences faites aux femmes. Donc, en fait, on distingue le genre du sexe, généralement. Le sexe fait plutôt référence à quelque chose de biologique. Donc, on est homme ou on est femme. Il y a quand même un petit peu moins de 2% des naissances qui concernent des enfants intersexués, qui peuvent présenter des signes caractéristiques des deux sexes. Mais généralement, voilà, on est homme ou on est femme, c'est quelque chose de biologique qui ne va pas forcément changer avec le temps, sauf s'il y a une intervention médicale. Mais voilà, alors que le genre fait plutôt référence à une construction sociale. Qu'est-ce qu'on attend d'un homme, qu'est-ce qu'on attend d'une femme dans la société en fonction des différentes normes culturelles, des habitudes, des différentes situations. Le genre fait référence à des choses qui sont modifiables dans le temps. C'est-à-dire que le rôle qu'on attend d'une femme aujourd'hui n'est pas forcément celui qu'on attend demain, ni celui qu'on attendait il y a 50 ans. Il est très différent selon les cultures.
Et même au sein parfois d'un même pays, on peut trouver différentes attentes, différentes notions derrière ce qu'on entend voilà, par le genre. Voilà, contrairement un peu au sexe, on peut trouver beaucoup d'identités de genre. Donc, l'identité de genre, ça fait référence à ce en quoi on se reconnaît. Et si vous allez sur Facebook, par exemple, Facebook vous propose 52 options d'identité de genre. Donc, ça vous laisse un petit peu une idée du panel d'options qui vous est proposé. Et ce qui est intéressant avec le concept de genre, c'est qu'il permet de sortir du carcan de la différence sexuelle qui est générateur d'inégalités. Parce que c'est une autre approche, une autre façon de voir les choses. On va parler aussi de stéréotypes de genre. Donc là aussi, ce sont des choses qui sont des croyances qui sont socialement construites par l'éducation, par la culture, voilà, les chansons, les proverbes, les médias, la publicité aussi parfois, et qui vont enfermer chacun et chacune dans des comportements, dans des rôles qui vont empêcher la personne de se développer pleinement et de réaliser ses droits. Par exemple, quand on va dire les petits garçons ne pleurent pas, ça engendre quand même beaucoup de choses derrière en termes de construction identitaire et de rôle qu'on attend du petit garçon. Ça va être pareil pour les petites filles aussi. Et donc, c'est en prenant conscience de ces stéréotypes, de la manière dont ils nous affectent aussi, de quelles sont les conséquences, qu'on va pouvoir mieux les rejeter. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de stéréotypes de genre. Si vous allez dans un supermarché, rien qu'à voir les rayons pour les petits garçons et les petites filles, ça ne va pas du tout être les mêmes choses, ça ne va pas être la même ambiance. Voilà, au niveau des vêtements aussi, voilà, il peut y avoir beaucoup de vêtements genrés, mais aussi, voilà, des fois au niveau des publicités. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Pépites sexistes et qui retrace un petit peu voilà, toutes les communications qui sont sexistes. Et du coup, il y a vraiment des pépites pour le coup qui sont intéressantes. Donc, voilà pour le concept de genre. Donc maintenant, on va passer à la définition des violences. Alors, la Convention d'Istanbul, qui s'applique à tous les pays européens, plus quelques-uns, la Turquie faisait partie de cette convention jusqu'à son retrait il y a quelques mois. Et donc, cette convention définit les violences basées sur le genre comme des violences qui sont dirigées contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touchent les femmes de façon disproportionnée. C'est pourquoi les termes violence contre les femmes et violences liées au sexe sont toutes deux utilisés pour traiter des violences de genre. Après, la violence de genre, vu la définition qu'on a donnée du genre, c'est quelque chose qui peut être aussi beaucoup plus large. Donc, ça va concerner toutes les violences où le genre est le fondement de cette violence exercée à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes. Donc, comme on l'a dit, ça peut faire référence à l'identité de genre. Voilà, si une personne se reconnaît comme homosexuel, par exemple, il peut y avoir des violences contre ce type de public. Et ça va être considéré comme une violence fondée sur le genre. Les violences aussi peuvent être, les violences de genre peuvent aussi concerner les hommes. C'est en termes statistiques beaucoup moins important, mais il faut savoir que ça existe aussi. Il ne faut pas négliger ce fait-là. Donc, si on donne une définition un petit peu plus large de ce que sont les violences de genre, ça pourrait être tout type d'acte préjudiciable perpétré contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelle ou supposée, ou perçue. Voilà, donc là, on voit vraiment que c'est assez large comme définition, même si dans les faits et en réalité, les violences basées sur le genre concernent principalement les femmes. Les causes de ces violences, maintenant, on trouve quand même une cause générale qui est assez prégnante dans tous les cas de violence, c'est le déséquilibre des pouvoirs. Voilà. Donc, l'idée à la base, c'est quand même d'humilier, de perpétrer une violence dans l'intention d'humilier ou de rabaisser une personne, lui donner un sentiment d'infériorité ou d'insubordination. Et donc, ce sont des violences qui sont enracinées dans les structures, les normes, les valeurs sociales,
dans toutes les sociétés, quel que soit le niveau socio-économique des personnes. Voilà, ça touche tout le monde, ça touche tous les pays. Il n'y a aucun pays dans le monde qui a réussi à éliminer les violences faites aux femmes. Et ce sont aussi des violences qui sont entretenues par une culture du déni et du silence. C'est-à-dire que comme on ne va pas forcément en parler, on ne va pas forcément les dénoncer. Donc voilà, elles vont se perpétuer. Parmi les causes aussi, on peut trouver la nature patriarcale des sociétés, le sexisme, les inégalités sociales et économiques, les conflits, les crises dans certains pays, voilà, la dépendance économique des femmes, parfois dans certains pays, le manque d'éducation, des normes culturelles et l'acceptation un petit peu globale de la violence à l'égard des femmes. C'est quelque chose qui est intégré aussi dans beaucoup de sociétés où on considère que quelque part c'est normal quand on est femme. On est plus exposé à des violences et voilà, donc il y a quand même cette forme d'acceptation qui est un frein et une cause aussi du coup à ces violences. Voilà, et comme je l'ai dit, les violences faites aux femmes concernent toutes les sociétés et toutes les catégories sociales. Donc là, je vous ai mis différentes photos qui illustrent les différentes formes de violences qui existent. Est-ce que certaines d'entre vous veulent peut-être identifier le type de violence qui pourrait être représenté par ces photos? Ce petit diagramme vous montre les différents types de violences. Souvent, quand on pense violence, on pense avant tout à violence physique. Donc, voilà, les traces de coups, les brûlures, les piqûres, l'étranglement, voilà, empêcher de sortir aussi peut être une forme de violence physique, l'enfermement. Vous avez cité aussi les violences psychologiques, auxquelles on peut rajouter les violences émotionnelles. Donc là, ça va être tout ce qui est humiliation, dévalorisation, injure, ne plus parler, empêcher la personne de dormir, faire du harcèlement, mais aussi abîmer, parfois casser des objets auxquels la personne tient. Vous avez aussi parlé de violence économique. Donc là, on a vu travail forcé, mais il y a aussi d'autres formes de violence économique qui peuvent avoir lieu, comme surveiller le compte en banque, quand tu as un conjoint qui regarde systématiquement le détail des dépenses, toucher le salaire à la place de sa conjointe. Ça, maintenant, bon, en France, il n'y a pas si longtemps que la femme peut toucher son salaire. Finalement, si on regarde dans le temps. Refuser de payer la pension alimentaire, c'est aussi une forme de violence économique. Les inégalités salariales, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Mais voilà, tout ça, ça fait partie des violences économiques. Une violence dont on parle de plus en plus souvent maintenant, ce sont les violences gynécologiques et obstétricales. Donc, ça va être faire un frottis sans consentement ou une épidiotomie, parfois sans informer la patiente ou sans prendre le temps de donner son consentement. Stérilisation forcée, refus de contraception, IVG forcée ou refus d'IVG. Voilà, donc ça regroupe quand même pas mal de choses. On parle aussi de violence administrative. Donc là, ça va être quand la personne va séquestrer le passeport ou la pièce d'identité d'une personne. On peut faire aussi pression sur le fait que, notamment dans le cadre d'un regroupement familial, sur le fait que si tu ne restes pas avec moi, tu vas perdre tes papiers, même si maintenant une femme peut demander un titre de séjour de façon individuelle en cas de violence, ça reste quand même assez compliqué. Et la personne n'est pas forcément au courant qu'elle a cette possibilité-là. Donc voilà, donc tout ça, ce sont des violences administratives. Il peut y avoir aussi des violences institutionnelles. Quand on reçoit de certains publics, voilà, certaines organisations peuvent avoir des procédures en place où le fait que les procédures ne soient pas respectées, ça peut engendrer des violences administratives. Et ensuite, on a tout ce qui va concerner un petit peu la formation aujourd'hui, ce sont les violences sexuelles et sexistes. Donc, dedans, on va y mettre, comme disait Sorna tout à l'heure, beaucoup de choses. Ça peut aller, voilà, agression sexuelle, agissement sexiste, harcèlement sexuel, cyberharcèlement, revenge porn, viol, tentative de viol, etc. Et on va y mettre aussi les pratiques traditionnelles néfastes, comme les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, les mariages d'enfants, les mariages précoces,
les crimes d'honneur, les jets d'acide, le repassage des seins. Voilà, il y a beaucoup de pratiques traditionnelles en France ou pas, mais qui sont considérées comme des violences sexistes et sexuelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, on peut faire face à plusieurs types de violences en même temps. Roukiatou vous parlera un petit peu plus des violences conjugales, mais c'est vrai qu'en cas de violence conjugale, il peut y avoir des violences physiques, avec des violences psychologiques en même temps, des violences économiques, si la personne reste enfermée chez elle ou qu'elle ne peut pas travailler. Il peut y avoir des violences sexuelles avec des viols conjugaux, etc. Donc souvent, on peut faire face à plusieurs types de violences. Hein, c'est pas antinomique, voilà. Donc, d'où l'intérêt d'arriver à catégoriser un petit peu ces différentes formes de violence, parce qu'elles ne vont pas forcément appeler les mêmes solutions, pas forcément les mêmes organismes qui vont aider la personne. En termes de chiffres, maintenant, pour vous donner une petite idée, en France, il y a 220 000 femmes chaque année qui sont victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises par leur partenaire actuel ou leur ancien partenaire. 81% des morts au sein du couple sont des femmes. Donc on compte à peu près, en 2020, il y avait 90 féminicides. C'était une baisse. Par rapport à 2019, on a compté 146. Et si on remonte un petit peu dans le temps, en 2017, il y avait 130 féminicides et 121 en 2018. Comme disait Sorna, hein, il y a eu une augmentation très forte des signalements de violences conjugales pendant les confinements, augmentation de 40% pendant le premier confinement et 60% pendant le deuxième confinement. Et ça, ce sont uniquement les violences signalées sur la plateforme Stop Violence. Donc, on peut penser que les chiffres sont un petit peu plus importants. En moyenne, 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol chaque année, sachant qu'il y a entre 5 et peut-être 10% des personnes qui portent plainte. Le nombre de femmes et de filles touchées par les mutilations sexuelles féminines en France est estimé à un petit peu moins de 125 000. Et 70 000 mineurs risquent de subir un mariage forcé au cours de leur vie. Ensuite, au niveau des violences économiques, hein, des inégalités salariales, on estime que les femmes salariées du secteur privé touchent en moyenne 16,8% de moins que les hommes pour un même volume horaire de travail. À cet écart de salaire, il faut aussi ajouter un écart en termes de volume de travail, de volume horaire, parce que les femmes ont plus souvent tendance à être à temps partiel ou à moins travailler dans l'année que les hommes. Et donc, quand on cumule ces deux facteurs, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes. Et parmi ces 28,5%, il y a 40% de l'écart qui résulte des inégalités en termes de temps de travail. Donc, c'est quand même assez important quand on regarde. Chaque année, ils calculent le jour où les femmes s'arrêtent de travailler. Et donc, c'est intéressant. Je trouve que c'est une bonne façon de voir les inégalités salariales. Dans le monde, maintenant, on estime que 35% des femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles à un moment donné dans leur vie. Et ça, c'est sans compter le harcèlement sexuel. 70% des femmes ont été victimes de violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire intime au cours de leur vie. Environ 200 millions de filles et de femmes vivent aujourd'hui en ayant subi des mutilations sexuelles féminines dans 30 pays. Et on estime que 12 millions de filles sont mariées chaque année avant d'atteindre l'âge de 18 ans. C'est environ une toutes les 2 secondes. Voilà, pour donner une petite idée. Voilà, donc ça c'était quelques chiffres, hein. On aurait pu en citer plus, on aurait pu vous donner des dates aussi. On est un petit peu limité dans le temps, mais voilà, donc l'idée c'était vraiment de vous donner une idée un peu de l'importance et de l'ampleur du phénomène de violence à la fois dans le monde et aussi en France. Alors, donc, je vais enchaîner sur, sur les formes de violence. D'abord, les formes de violence à différents âges de la vie.
Alors, on commencera par un premier petit exercice. Voilà, donc où on vous demandera donc de penser à des formes de violence qui arrivent à ces différents âges. Donc, de la prénaissance au bas âge, à l'enfance, à l'adolescence, à l'adulte, donc jusque chez les personnes âgées. Donc, pour chaque catégorie d'âge, essayez de penser à des formes de violence qui peuvent arriver. Et la deuxième partie de l'exercice, c'est de relier chaque forme de violence au contexte dans lequel elle intervient. Donc, est-ce que c'est dans le contexte familial, individuel? Est-ce que c'est au niveau de la communauté? Est-ce que c'est au niveau de l'État, au niveau politique? Alors, pour cela, nous allons faire une petite activité. Là, on va utiliser le Jamboard. Voilà, donc, on peut déjà voir ce que vous avez mis dans le tableau. Donc, au niveau de la prénaissance, donc avant la naissance, donc tous les post-it jaunes, je vois IVG lié au sexe, effectivement. Donc, c'est une forme de violence qui arrive avant la naissance. Alors, je vois la pression liée au sexe de l'enfant à naître, tout à fait. Donc, dans les sociétés où les filles sont plus valorisées, ou avoir une fille est plus valorisé enfin, c'est le contraire plutôt. Les garçons sont plus valorisés que les filles. Donc, ben on a ce type de pression donc, qui peut arriver au niveau de la communauté et parfois au niveau de l'État, comme voilà, on a pu voir dans des pays comme l'Inde, il fut un temps. Donc effectivement, et puis alors quand on passe au bas âge, donc on a oui l'inceste qui peut arriver à cette période. Donc peut-être juste pour revenir sur la prénaissance, donc on a parlé de la préférence pour les bébés garçons par exemple. On peut compléter aussi avec le choix de l'embryon. Là, ou l'avortement sélectif, donc qui revient aussi à l'IVG lié au sexe. Ensuite, au bas âge, donc l'inceste, mais aussi les meurtres de bébés-filles, comme on a pu voir dans d'autres régions du monde, en Inde par exemple, et en Chine, où aujourd'hui on constate en fait qu'il manque 80 millions de filles. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à des méthodes extrêmes dans ces pays pour trouver une femme. Vous avez pu peut-être voir des reportages à la télé, mais c'est la conséquence de ces choix-là. L'excision également peut arriver à cet âge-là, entre 0 et 3 ans. Il peut y avoir des problèmes de malnutrition parce que bon, on va nourrir moins bien une fille qu'un garçon dans certaines cultures. Parce que voilà, la fille a besoin de moins de nourriture ou que voilà, parce qu'on valorise un peu plus le garçon, on va le nourrir mieux. Ensuite, à l'enfance, donc vous avez cité les violences physiques, les violences intrafamiliales, donc les mariages forcés ou les mariages arrangés, les mariages précoces, effectivement, qui parfois peuvent arriver très très tôt, l'excision. À l'enfance, donc on peut rajouter bon, les violences physiques qui peuvent arriver aussi en bas âge, les violences sexuelles, la non-scolarisation, parce que dans certaines communautés également, on peut donner moins de considération à l'éducation des filles. Alors ça se passe dans d'autres pays en dehors de la France, mais aussi dans certaines communautés en France, on peut aussi noter ce phénomène de non-scolarisation des filles surtout. Et puis à l'adolescence, donc on est sur les post-it bleus, donc vous avez cité les violences psychologiques, le harcèlement sexuel, la prostitution, le mariage forcé, l'excision.
Effectivement, mais les questions de harcèlement, les questions de revenge porn aussi qui touchent beaucoup cette tranche d'âge qui rejoint le cyberharcèlement, les tentatives de viol ou les viols, la déscolarisation également à cet âge-là, enfin, voilà, pour diverses raisons. Dont les mariages précoces, la prostitution également, l'esclavage sexuel et dans d'autres pays également, il peut y avoir les viols de guerre sur cette tranche d'âge. Alors, au niveau des adultes, donc vous avez cité les relations sexuelles forcées, oui, même dans le cadre conjugal, hein. Les violences familiales, le mariage forcé, l'excision, les inégalités salariales au niveau politique. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je pense qu'on en a pas mal d'exemples. Et au niveau des personnes âgées, je pense qu'on n'a pas eu, si on a eu un exemple, donc les violences économiques, effectivement, voilà, peut-être des pressions qu'il peut y avoir sur la retraite ou en tout cas voilà, une gestion des ressources financières de la personne qui peuvent être assimilées à des violences. Des niveaux de retraite aussi hein, qui peuvent être très faibles et mettre les personnes âgées dans des situations de précarité. Donc là, on est au niveau de l'État. Des violences physiques également qui peuvent être faites sur les personnes âgées. Bon, dans d'autres pays, les personnes âgées peuvent être sujettes aussi à des accusations de sorcellerie, etc. Donc, tout cela pour dire que les violences sexuelles et sexistes, donc elles arrivent à tous les âges de la vie et également qu'elles ont lieu au sein de la famille, au sein de la communauté, au niveau de l'État. Donc, elles touchent tous les âges, tous les milieux socio-professionnels, voilà, et également toutes les régions du monde. Alors, donc, après voilà, ce petit point sur les violences qui arrivent aux différents âges de la vie, peut-être maintenant parler plus spécifiquement des différentes formes de violences sexuelles et sexistes dont on parle aujourd'hui pas mal et donc distinguer entre les unes et les autres. Mais avant cela, peut-être vous parler de deux concepts qui sont importants sur cette question. Alors d'abord, le concept de continuum de violence. Alors, ce que ça dit, c'est que les violences sexistes sont liées entre elles hein, par un continuum. Donc, un lien qui fait que les plus petites violences autorisent les violences voilà, plus graves. Donc, en général, les femmes victimes de violences ne vivent pas une seule forme de violence, mais plusieurs formes de violence. Si on prend l'exemple des violences conjugales, par exemple, les femmes qui sont victimes de violences conjugales peuvent vivre des violences physiques et des violences psychologiques et parfois des violences économiques. Voilà, donc elles sont liées, hein, ces différentes formes de violence. Bon, si on prend le cas du mariage forcé et précoce dans certains pays, par exemple, souvent les femmes qui sont victimes de cette pratique ont également été victimes d'excision. Voilà. Donc, je pense que c'est un concept aussi qu'il est important de retenir. Donc, c'est dire que de toutes les formes de discrimination, toutes les formes de violence faites aux femmes, elles sont liées et qu'elles ont également une même source qui sont les inégalités, qui sont le patriarcat, qui sont les inégalités de genre, les stéréotypes sexistes, les stéréotypes de genre dont on a parlé tout à l'heure.
Et l'autre concept également important, c'est la culture du viol. Donc, vous avez pu également en entendre parler. Donc, ce que ça dit, hein, donc c'est un concept qu'on utilise pour parler du fait de banaliser, de minimiser les comportements sexistes dans une société. C'est le fait de justifier, d'excuser, de moquer les agressions sexuelles, le viol dans une société, à travers le langage, à travers les idées, les chansons, les chansons populaires, les films, les clips, les dessins animés. Voilà. Donc, on baigne dans cela, en fait, dans une ambiance dans laquelle les violences sexistes ou les stéréotypes sexistes sont banalisés dans la pub, dans les clips, dans les chansons, etc. Donc, on baigne dedans et cela minimise en fait les discriminations envers les femmes. Et on part de là et ça arrive également ensuite à d'autres agressions sur les femmes. Alors ensuite, pour en venir aux différentes formes de violence sexuelle, alors je vais essayer de vraiment faire court et de résumer en sachant qu'on peut vous envoyer pour chacune de ces formes de violence donc un document qui, voilà, avec l'explication, et vous pouvez également, alors on a mis aussi un site internet, celui de nous toutes, sur lequel également vous pourrez retrouver les différentes formes de violence par exemple. Alors, peut-être pour commencer par l'agissement sexiste, donc qui est la forme qui est tout en bas. Alors, donc c'est un agissement qui est lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant, offensant. Alors, un exemple, pour que ça soit peut-être un peu plus clair, c'est par exemple quand dans un lieu de travail, on dit à une femme, dis donc, pour une nana, tu gères bien l'équipe. Voilà. Donc, ce type de commentaire est un agissement sexiste. Ou bien quand on entend des phrases comme tu nous fais un café, c'est dans tes cordes ça. Voilà. Donc, même si ça peut être banalisé, c'est quelque chose qui est un agissement sexiste qui est puni par le Code du travail. Ensuite, alors n'hésitez pas à m'arrêter ou on peut en parler peut-être tout de suite après. Alors, l'outrage sexiste, alors c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, un exemple d'outrage sexiste, c'est par exemple de dire vous êtes bonne, mademoiselle. Bon. C'est quelque chose qui est super banalisé, mais qui est un outrage et qui est puni par le code pénal. Ensuite, alors l'injure publique à caractère sexiste, donc c'est une parole ou un écrit, une expression quelconque de la pensée, adressée à une personne dans l'intention de la blesser. Voilà. Donc c'est par exemple dire dans la rue à une personne espèce de salope, par exemple, ou bien ou dire cela dans la cour de son immeuble. Voilà, donc en public. Donc, c'est ou bien de publier une injure sur Facebook, par exemple, ou n'importe quel autre réseau social. Donc, c'est puni par la loi sur la liberté de la presse, l'injure publique sexiste. Alors, ensuite, le harcèlement sexuel, peut-être que là, c'est plus clair pour tout le monde.
Alors, donc, le harcèlement sexuel est défini comme des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés. Voilà, donc, le mot de répéter est important ici, qui soit porte atteinte à sa dignité ou crée une situation intimidante, offensante. Donc, alors, est aussi considéré comme un harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc, le harcèlement sexuel est puni par le code du travail, également par le code pénal. Bon, des exemples de harcèlement sexuel, c'est par exemple promettre une promotion contre un acte de nature sexuelle. Voilà. Ou bien envoyer une photo de son sexe, par exemple. Ou bien de dire à une femme, sympa cette jupe, je dois la prendre comment? Voilà. Donc, ça sont des exemples de harcèlement sexuel. Ensuite, on en vient aux violences habituelles. Voilà, on a presque fini et puis on fera une petite pause. Alors, les violences habituelles, ce sont des actes violents, des coups, des brûlures qui interviennent régulièrement dans un couple. Donc, les violences habituelles sont punies par le code pénal. Alors, l'agression sexuelle, elle, constitue une agression donc, commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et l'agression sexuelle, elle concerne 5 zones, donc les fesses, le sexe, les seins, la bouche et entre les cuisses. Voilà, une main aux fesses, par exemple, c'est une agression sexuelle et c'est puni par le code pénal. Et puis, la dernière forme de violence sexuelle, c'est le viol, qui est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Voilà. Donc, une fellation forcée, par exemple, est un viol. Voilà. Voilà. Donc, pour expliciter un peu ces différentes formes de violence et les distinguer. Le site internet de Nous Toutes, vous pouvez faire un petit quiz sur la notion de harcèlement notamment. Donc, il y a des petites questions, voilà, c'est un petit jeu de questions-réponses. Si vous avez 5 minutes, je mettrai le lien dans le chat tout à l'heure. Mais voilà, c'est un exercice un peu intéressant pour revenir sur ces notions et se tester, voir si on arrive à reconnaître ou pas le type de violence. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les différents types de violences, qu'on a appris à les caractériser, etc., on va peut-être plus revenir sur les conséquences de ces violences. Donc, je vous propose de retourner sur le Jamboard qu'on a fait tout à l'heure. Et l'idée, ce sera de remplir ce tableau. Donc, on va essayer de catégoriser les conséquences des violences sexistes et sexuelles en conséquences sociales, conséquences économiques, conséquences en termes de santé physique, sexuelle et reproductive et conséquences en termes de santé mentale et psychologique. Donc, effectivement, oui, en conséquences sociales, on a l'isolement, notamment voilà, en termes de violence conjugale. La femme a souvent tendance à être isolée, à ne plus contacter sa famille, ses amis, à ne plus sortir, etc. Il y a aussi la stigmatisation, l'ostracisme parfois envers la victime survivante ou sa famille. Voilà, des fois, en termes de conséquences sociales, c'est la personne qui a subi la violence elle-même qui peut être considérée comme responsable. Un exemple qui est assez parlant, c'est quand il y a une femme qui subit un viol, on lui dit « Oui, mais tu as vu comment tu étais habillée ». Donc voilà, on reporte la responsabilité sur la personne. Donc ça peut être très, très stigmatisant.
Il y a des problèmes d'intégration aussi, perte d'identité. Alors, je veux bien que la personne explique un petit peu ce qu'elle entend par là. Je ne sais pas qui a mis perte d'identité. C'est le fait de perdre des papiers peut-être, ou il y a de la violence administrative. Non, je pense que la personne fait référence aussi à la perte d'identité sociale, culturelle, voilà, une perte de repères aussi. Perte de statut social, perte C'est ça. de rôle ou de fonction. C'est ça, perte d'identité sociale. Perte d'identité sociale. Voilà, donc le perdre un rôle dans la société, perdre des relations sociales. Après, d'un point de vue, plus quand ça concerne les enfants, il peut y avoir des jeunes, des étudiants, il peut y avoir un abandon de scolarité. Ça peut être une conséquence sociale. Parfois, les femmes vont abandonner les enfants derrière elles pour pouvoir s'enfuir. Et ça va être cause aussi de souffrance et d'anxiété. Et au niveau de la société, de façon un peu plus générale, il va y avoir aussi tous les coûts qui sont supportés pour l'emprisonnement, l'arrestation, voilà, tout ce qui est... voilà, il va y avoir quand même des conséquences voilà, en termes de condamnation, d'emprisonnement, de taux de criminalité, etc. Au niveau des conséquences économiques, donc vous avez écrit dépendance, oui, parce que si on a arrêté de travailler, forcément on devient dépendant de la personne qui est source de revenus, donc c'est beaucoup plus compliqué de s'enfuir. Précarité, oui, il y a moins de revenus, de fait de la perte d'un emploi ou de difficulté à en trouver un. La dépendance économique, ça a été remis. Voilà, effectivement, une femme qui subit des violences conjugales a tendance à plus souvent être absente du travail jusqu'à ce qu'elle quitte son emploi. Donc, effectivement, il y a des conséquences en termes de précarité, de qualité de vie. Et au niveau de la société, toujours pareil, hein, si on élargit un petit peu le champ des conséquences, il va y avoir aussi tous les coûts qui sont supportés par la société, en fait, en termes de soins médicaux et soins psychologiques pour ces personnes-là, la protection sociale, tout ce qui est logement, hein, notamment quand il y a des mises à l'abri, tout ça, ce sont des coûts supportés par la société. Le coût du système judiciaire, quand il y a des plaintes qui sont émises, des enquêtes, etc. Voilà, tout ça, ça a aussi un coût pour la société. Après, en termes de conséquences sur la santé physique, sexuelle et reproductive, douleur pendant les rapports, vous savez, 2 fois. Effectivement, il peut y avoir des troubles voilà, de perte de désir sexuel, de douleur pendant les rapports, mais aussi en termes de santé sexuelle et reproductive, on va retrouver tout ce qui est grossesse non désirée, des complications pendant les grossesses ou à l'accouchement. Parfois des avortements dangereux, notamment quand on est hors délai, des mortalités infantiles ou des fausses couches, des taux d'infection au VIH-Sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles qui sont plus importants, des troubles gynécologiques, des infections gynécologiques, et plus généralement en termes de santé physique, hein, on peut trouver aussi des infections chroniques, des douleurs chroniques aussi. Et après, tout ce qui n'est pas chronique en physique, on va avoir des blessures, des cicatrices, parfois du handicap suite aux violences. Et après, on va aussi parfois avoir des comportements d'addiction, de l'addiction à l'alcool, à la drogue, parfois aux médicaments, hein, notamment pour lutter contre la dépression ou les douleurs, etc. Et ça peut aller ensuite jusqu'au féminicide, voire au suicide, en termes de santé physique. En termes de santé mentale, donc on a perte de confiance, dépression, faible estime de soi. Oui, effectivement, ce sont des conséquences. On va vraiment noter des conséquences voilà, sur la perte de confiance, la honte, la culpabilisation aussi. Ou parfois le fait de se dire « Ah oui, mais si je n'avais pas fait ça, il ne m'aurait pas frappé, ou il se serait passé ça, etc. » Donc, on va vraiment avoir un phénomène de culpabilisation.
Voilà, dépression, effectivement, de la peur, de l'anxiété, des crises de panique parfois, du stress post-traumatique. Voilà, et puis ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide aussi, ou des suicides réussis. Voilà. Hop, je repasse sur le petit diapo. Voilà, donc là, j'ai juste repris un petit peu ce qu'on s'est dit. Mais voilà, donc du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que généralement, il n'y a pas une seule conséquence à la violence. Par exemple, en termes de mariage forcé, le mariage forcé est une violence en lui-même, mais il peut entraîner dans beaucoup de cas, la majorité des cas, des violences conjugales, des viols conjugaux, parfois aussi voilà, tout ce qui est dépendance économique. Donc, généralement, on fait face à plusieurs conséquences à la fois et pas forcément une seule. Il y a un site internet qui s'appelle Prévenir et protéger qui peut vous donner aussi des pistes pour détecter les signes qui peuvent vous permettre de voir si il faut suspecter ou pas un cas de violence. Voilà, donc je vais laisser la parole à Rukiatou maintenant pour faire plus un petit focus sur les violences conjugales. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma. C'est un schéma un peu qui illustre les cycles de la violence. On ne peut pas parler de violence conjugale sans parler de ce cercle dans lequel les femmes sont, voilà, un cercle, on va dire, vicieux et infernal, qui fait que c'est très, très difficile de sortir de cette violence. Donc, voilà, ce cercle-là, il est illustré en 4 parties. Donc, une partie qu'on va appeler la phase d'agression. Donc, c'est une phase où le climat, il est de tension. Donc, un climat de tension, c'est des agressions verbales. Comme disait tout à l'heure Estelle, c'est là où l'agresseur il va commencer à profiler des menaces, à insulter. Ça va être des injures, des insultes. Il va commencer à faire des gestes agressifs, donc pas peut-être sur la victime, mais plutôt sur des objets. Il va peut-être pousser, voilà, il va pousser la table, pousser les chaises, jeter des objets. Donc, à cette phase-là, voilà, c'est important pour nous, les professionnels, de pouvoir vraiment situer notre action en fonction des phases de ce cycle-là, parce que c'est là où on peut amener la femme à adhérer à un projet de sortir de cette violence. Et aussi, cela nous permet, nous, d'adapter notre communication, notre accompagnement et les propositions qu'on peut donner aux victimes. Donc, en général, quand c'est la phase 1 ou la phase de climat de tension, la victime, elle a un peu peur. Elle peut éventuellement initier un peu des démarches. Elle va peut-être un petit peu être accessible, réceptive à des propositions qu'on peut lui faire. Elle va commencer, voilà, à se dire, ben, je vais essayer de demander de l'aide, mais sans pour autant engager vraiment des choses très concrètes. Après, il y a une phase qu'on va appeler la phase d'explosion. Mais par contre, celle-là, ben, en tant que professionnel, c'est très important de faire attention à cette phase-là parce que c'est là où il y a vraiment un passage à l'acte de l'agresseur. L'acte vraiment violent, il est perpétré. Il y a une prise de contrôle de l'agresseur sur sa victime. Et là, vraiment, la femme, elle peut être réceptive, elle peut être voilà, ouverte à des propositions, mais vraiment dans l'immédiat. Si éventuellement on lui propose une mise à l'abri, elle pourra adhérer parce que vraiment, elle est, voilà, c'est vraiment les coups, elle a très très mal, elle peut être réceptive et c'est en ce moment-là qu'en tant que professionnel, on peut parfois agir, même si ce n'est pas vraiment, ça peut, vous allez le voir avec, quand on va avancer sur
les slides, on va voir que vraiment, il peut y avoir cette phase, mais elle peut encore retourner voilà, en arrière. Donc, du coup, après, il y a une autre phase qui est la phase de justification. Donc, ça, pareil, en tant que professionnel, souvent, on est en face de personnes, de victimes qui vont souvent justifier l'acte de l'agresseur parce que lui-même, il va se justifier, il va vouloir donner des explications. Et en général, la victime, elle va commencer à se remettre en question. Elle va dire, mais peut-être que c'est de ma faute, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû voilà, faire ce qu'il m'avait demandé de faire, c'est peut-être de ma faute. Donc là, cette phase-là, ben, c'est un peu difficile, un peu parce qu'elle est voilà, un peu dans l'ambivalence, la victime. Et elle va plutôt dire, est-ce que vraiment j'ai bien fait d'aller voir un professionnel? Est-ce que j'ai bien fait de commencer à parler de ça parce que peut-être que c'est de ma faute, je n'aurais pas dû aller voir le professionnel. Et après, il y a une dernière phase aussi qu'on va appeler la phase lune de miel. Cette phase-là, c'est la phase où vraiment c'est difficile, j'en ris un peu, mais ce n'est pas du tout par ironie, c'est la phase où nous, en tant que professionnels, on est souvent confrontés à des situations où on est un peu lassé, on va dire. Voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas bienveillant, qu'on n'est pas là à l'écoute de la personne, mais parfois ça peut agacer un professionnel qui voit qu'à chaque fois des choses sont mises en place et que la victime, elle finit toujours par mettre en échec tout le travail qui a été fait pour pouvoir la sortir de cette situation. Donc, c'est au moment où elle-même, elle est, voilà, elle sait plus, parce que c'est vraiment le moment du pardon. Il va lui demander pardon, il va lui offrir des fleurs, des cadeaux, de son parfum préféré. Il va vraiment parler calmement, il va être dans la réconciliation et elle va se dire, ben, je retrouve mon amour de ma vie, quoi. L'amour de ma vie, pardon. Et elle va vraiment douter, elle va se dire, ben, peut-être que je vais lui donner une chance, encore une chance. Et donc, nous, en tant que professionnels, ben, c'est très, très difficile, mais ben, il faut faire avec et on va voir voilà, qu'on pourra peut-être y arriver. Alors, donc, ben, je voulais aussi vous parler un peu du repérage, comment on peut faire, comment on peut repérer des situations de violence quand on est en face de personnes qu'on accompagne voilà, en tant que professionnel. C'est souvent ben, le fameux questionnement systématique. Est-ce que je suis légitime pour poser des questions? Quelles questions dois-je poser? Est-ce que si je pose des questions, est-ce que je pourrais réagir à sa réponse? Est-ce que je pourrais comment je vais accueillir sa question? Est-ce que je suis prête à entendre ce qu'elle va me dire? Donc, pour ça, il faut vraiment qu'on soit un petit peu, voilà, on va dire, très général dans les questions qu'on peut poser. On peut dire à la personne, au lieu de lui dire, Madame, est-ce que je vois que vous n'êtes pas bien, est-ce que vous subissez des violences conjugales? On ne va pas forcément lui dire ça, mais plutôt lui dire, Madame, est-ce qu'il y a des violences à la maison, au travail? Est-ce que vous subissez actuellement des violences dans votre couple? Est-ce que vous avez déjà été victime de violences dans votre vie? Ça fait un peu large, c'est dans l'enfance. Est-ce que dans votre enfance, vous avez déjà été un enfant battu par vos parents, par vos frères et sœurs, par vos cousins ou au travail? Donc, ça, c'est vraiment large et ça fait pas c'est pas des questions où on va se retrouver avec une réponse directe où on va nous dire non, ben, non, il ne me frappe pas, il ne m'a jamais rien fait. Ce qu'on doit faire aussi en tant que professionnel, c'est d'être attentif à certains aspects, comme disait tout à l'heure Estelle, parfois il y a des gestes
qui peuvent faire que peut-être que la personne elle subit des violences, mais elle ne va pas le dire forcément. Donc ça, elle va avoir des gestes un peu qui vont attirer l'attention, elle va avoir des regards, des attitudes. Parfois, pendant l'entretien, elle va se mettre à pleurer, il y aura des palaires, des mimiques qui vont peut-être nous alerter. Il y a aussi des signes, notamment des signes de santé chronique, par exemple, quelqu'un qui va toujours mettre en échec l'accompagnement qu'on va lui proposer. Elle va être souvent sujet à des blessures à répétition. Je me suis fait mal, je me suis cognée, je suis tombée dans les escaliers ou autre. Donc, c'est souvent des choses qu'elles vont nous dire, mais qui pourront nous alerter en tant que professionnels. Il y a aussi, on l'a dit tout à l'heure, des dépendances à certains produits psychoactifs comme l'alcool, les stupéfiants, les médicaments. La personne elle va souvent être, elle va prendre des médicaments pour soulager, pour pouvoir dormir, pour pouvoir oublier des choses. Il y a parfois même des tentatives de suicide ou de dépression. La personne, elle va être très dépressive. Donc, il y a des signaux qui font que peut-être en tant que professionnel, on peut être alerté. Ce que je dis aussi souvent, par exemple, moi, dans les bureaux, je pense qu'il faut, si dans un accueil, je ne sais pas, d'un hôpital, parce que je vois qu'il y a des sages-femmes, ou dans les bureaux de consultation, ou dans les accueils des centres, on met des grandes affiches avec le 3919 ou des affiches sur les violences conjugales, violences faites aux femmes, sur les mutilations sexuelles féminines ou les mariages forcés, ou alors on peut aussi déposer des flyers. En général, quand les victimes ou les femmes victimes de violences, parce que c'est de ça qu'on parle, quand elles voient un lieu où il y a beaucoup d'affiches de ce genre, elle va se dire, mais peut-être qu'ici, c'est un lieu où je peux en parler et c'est un lieu où on va peut-être m'écouter. Donc, c'est très important de vraiment faire attention à ça, ne pas hésiter à demander des affiches à l'observatoire ou dans les mairies ou dans les associations. Il y a beaucoup d'affiches dans les associations qu'on peut mettre si le lieu le permet, l'afficher quand on accueille n'importe quelle femme et surtout des femmes victimes de violences. Il y a une question? Alors, la question, c'est comment introduire ce type de questions si nous n'avons pas encore de lien avec la personne accompagnée? Alors, comment introduire ce type de questions? Parce que en fait, ça dépend du professionnel. Si c'est un professionnel, on va dire, de santé, je pense que, en tout cas, les sages-femmes qui sont ici présentes pourront peut-être aussi y répondre. Je pense qu'il y a comment on appelle ça, un document d'un entretien médical dans lequel parfois il y a des questions qui peuvent faire que ces femmes elles puissent répondre à ça. Ou alors ça peut être quelque chose de systématique. Hein, c'est systématiquement. Parce que, comme j'ai dit, on ne va pas poser la question directement à la femme, on ne va pas lui dire « Madame, je vois que vous n'êtes pas bien, est-ce que vous subissez de la violence ?» On va dire « On ne sait pas, est-ce que dans votre vie, moi, mon travail m'oblige ou me demande de poser certaines questions et je vais vous les poser si ça ne vous dérange pas. On peut, Il y a plusieurs manières de pouvoir poser systématiquement ces questions sans que la personne elle soit stigmatisée ou qu'elle dise « Ah, mais pourquoi elle pose ces questions? Est-ce que c'est parce qu'elle a vu que par rapport à mon habillement ou autre ?» Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question, mais... Oui, vous avez répondu. C'est bon. D'accord. Merci. Alors, slide prochaine. Alors, donc, toujours dans l'accompagnement, ça peut aussi compléter la question là qu'on vient de voir. C'est au niveau, pour accompagner donc, la femme, elle vient nous voir lors d'un entretien
peut-être si elle est à la phase de tension ou vraiment une phase où elle commence à demander de l'aide, elle va juste venir pour essayer de dire un petit peu, mais ça va être des bribes de choses qu'elle va nous dire sur les violences qu'elle subit, voilà, soit par rapport à l'enfant ou au conjoint. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est dès qu'elle commence à nous dire que il y a des choses qui se passent à la maison, on lui dit, madame, on vous croit. Et souvent, si c'est de la violence, si elle nous relate des faits de violence, il faut qu'on lui dise qu'on la croit. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Elle s'est dit que est-ce que si je dis à un professionnel que je subis de la violence, ou par exemple un viol conjugal, est-ce qu'on va me croire? Est-ce qu'on ne va pas me demander des preuves? Donc, du coup, dire à la victime, les violences, vous savez, c'est interdit par la loi. Ici, on est dans un pays de droit et que personne n'a le droit de frapper personne. Et on vous croit. Si vous nous dites que vous subissez des violences, on vous croit. Et lui dire aussi, faire toujours attention, c'est pour ça que j'ai mis le schéma avant, faire attention à tout ce que l'agresseur va mettre en place comme système pour pouvoir maintenir la personne dans ce cercle, les justifications. Lui dire à la dame, madame, quelles que soient les justifications qu'il va vous dire, l'agresseur, c'est lui toujours qui est le fautif, il n'a pas le droit de vous agresser. Même si il était fatigué à son travail, il a passé une journée terrible, il a été harcelé par son responsable ou par son chef, il n'a pas le droit de vous agresser, vous, à votre tour. Lui dire que le seul responsable, c'est lui, et toujours penser aussi aux justifications qu'elle va se remettre en question en disant « Ah, peut-être c'est de ma faute ». Donc, pensez à ça en lui disant que rien ne justifie les violences. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas eu le temps, parce que dans la journée, elle a fait autre chose, qu'elle n'a pas eu le temps de repasser sa chemise ou je ne sais pas quoi d'autre. En plus, que ce n'est même pas à elle de faire ça. Donc, lui dire que ça ne justifie pas qu'elle soit violentée. Parfois, les femmes victimes de violences, elles commencent à parler juste pendant la période de tension, mais c'est à nous aussi de laisser la porte ouverte parce que peut-être qu'elle est juste encore à une étape où elle veut en parler. Elle ouvre la bouche pour en parler parce que parfois, on sait qu'elle met très, très longtemps, parfois des années et des années, 10 ans, même des fois 20 ans, pour pouvoir mettre des mots sur cette violence qu'elle subit. Donc, leur dire que, voilà, là pour l'instant, moi je vous crois. Si vous n'êtes pas encore prête, il faut réfléchir. Tout ce que vous m'avez raconté, c'est de la violence, c'est interdit par la loi, mais je vous laisse réfléchir à tout ça. Et si ultérieurement vous avez besoin de me voir, vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à revenir me voir. Ça laisse une porte ouverte à un autre entretien, peut-être en phase de tension où elle va revenir, ou la phase d'agression où elle va revenir nous voir pour parler de la situation. Donc, ce que nous aussi, en tant que professionnels, on peut éviter de faire, c'est un peu rentrer dans la culpabilisation, parce que j'appelle ça culpabilisation quand on dit à la femme, mais vous êtes encore avec cet homme, vous êtes resté très longtemps avec lui, pourquoi vous acceptez ça? Vous vous rendez compte de tout ce qu'il vous fait subir? Mais c'est un malade. Pourquoi vous ne voulez pas partir? Parfois, les femmes, elles ne partent pas parce qu'elles n'ont tout simplement pas la possibilité de partir. En tant que... en fait, toutes ces choses que les professionnels peuvent être amenés à dire à une femme victime de violence, c'est pas parce que... c'est plutôt parce qu'on se met un peu à la place des gens. On se met à la place de la femme victime de violence, on se dit peut-être, ou alors on se dit peut-être que si je lui dis ça, ça va faire, voilà, ça va un peu la pousser à réagir.
ça va la pousser à faire quelque chose. Alors que parfois, ça peut être une double violence par rapport à la violence qu'elle subit déjà. Parfois, on peut dire, vous êtes consciente que vous ne protégez pas vos enfants. Alors ça, c'est encore la pire des violences parce qu'on sait, les professionnels le savent, les travailleurs sociaux le savent ou sociaux, que parfois les femmes, un des freins à sortir de ces violences, c'est parce qu'il y a des enfants. Quand il y a des enfants, on veut protéger nos enfants, on ne veut pas que nos enfants souffrent, on ne sait pas où aller avec les enfants, où est-ce que je vais aller, où est-ce que je vais dormir avec mes enfants. Donc, pour protéger mes enfants, je subis des violences pour être avec mes enfants. Donc, et dire à une femme, ben, vous ne voulez pas protéger vos enfants, ça c'est une double violence. Donc là, je voulais juste aussi parler du cadre d'intervention parce qu'en tant que professionnel, il y a différents rôles à avoir pour accompagner une femme victime de violences. Chacun, dès le début, doit être dans son rôle, être dans un cadre bien défini. Le rôle, votre rôle, ce que vous pouvez proposer, les limites qu'on peut avoir dans notre accompagnement. Par exemple, si on prend les différents professionnels qui peuvent être amenés à accueillir une femme victime de violence, si on prend par exemple le médecin ou la sage-femme, son rôle, ça ne va pas être de, par exemple, aller accompagner la femme au commissariat pour porter plainte, ça va plutôt être peut-être rédiger un certificat médical pour la personne, pour constater les violences, que ce soit physiques ou psychologiques, quelle que soit la forme de violence, en tout cas constater la violence. Son rôle, ça va être là et ça va se limiter à ce rôle-là, ça ne va pas être d'accompagner quelqu'un au commissariat. Par contre, un autre professionnel, par exemple une assistante sociale, je vois, il y a des travailleurs sociaux. Un travailleur social, ça va plutôt être peut-être une mise à l'abri de la personne et ses enfants, une mise en sécurité de la victime, pouvoir lui trouver un lieu d'hébergement, pouvoir faire des aides pour qu'elle puisse partir. Ça, c'est elle aussi, son rôle, ça va être ça. Et un autre travailleur social, une autre, qui, on va dire peut-être un médiateur ou quelqu'un qui a la fonction de, peut accompagner cette femme pour aller porter plainte au commissariat. Parce qu'on sait que parfois, c'est très, très difficile d'aller porter plainte, de même faire une main courante, d'appeler la police. C'est très, très difficile pour les femmes. Et une fois qu'il y a quelqu'un qui est là, qui peut les accompagner, même juste être dans l'accueil du commissariat, on sait que les professionnels ne peuvent pas être à l'audition, ne peuvent pas entendre ce que la victime dit, mais au moins savoir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui nous attend, qui nous croit et qui nous accompagne, ça peut aussi aider la femme à vraiment avancer dans sa démarche de sortir de cette violence. Il faut aussi avoir une attitude de non-jugement, c'est ce qu'on avait vu avant, c'est croire la personne. C'est vrai. Vous me dites que vous avez été violée, mais je vous crois, c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous êtes marié qu'il a le droit d'abuser ou il a le droit de vous obliger à avoir un rapport sexuel. Donc, n'est pas la juger, mais plutôt la croire. Faire preuve de respect, donc en traitant la personne avec dignité et en respectant sa décision. Ça, c'est par rapport au rythme aussi qu'on avait vu tout à l'heure, les phases, le cycle de la violence où parfois, elle n'est pas encore prête pour partir. Il y a peut-être un problème elle ne travaille pas ou elle a un problème où il y a les enfants. Donc, elle n'est pas encore prête, mais il faut en tant que professionnel, respecter ce rythme-là, même si parfois on peut être un peu fatigué et agacé de dire on va mettre tout en place, mais elle va tout mettre en échec. Mais ce n'est pas grave, il faut vraiment faire preuve de respect
et aussi être patient et respecter sa décision. Il faut adopter aussi une position empathique, donc en prenant en compte la sensibilité de la personne, le traumatisme aussi qu'elle a vécu, si c'est une violence, comme on a dit tout à l'heure, basée sur le genre, comme l'excision ou le mariage forcé, où la personne elle a été obligée de force à un mariage et qu'elle a subi un viol derrière, et que, voilà, que ces viols-là, elle a eu voilà, ça fait une grossesse, donc ça fait des traumatismes qui s'accumulent et vraiment comprendre, enfin, essayer de vraiment de valoriser les petites démarches qu'elle va faire, les petites choses qu'elle va faire pour pouvoir se sortir de la violence. C'est vraiment cela qu'il faut valoriser et pas toujours voilà, remettre en question ce qu'elle nous dit. S'assurer de la confidentialité des échanges et créer un climat de confiance, ça aussi c'est important parce que pour que la femme elle puisse revenir voir le professionnel, il faut que dès le premier entretien, elle ait senti que c'est un endroit, comme j'ai dit, ben, qui est visible, qui fait que ben, ici je peux en parler et en plus on m'a laissé la porte ouverte, on m'a dit que je pouvais revenir, donc c'est un endroit, c'est vraiment, il y a eu un climat de confiance qui s'est créé. Et la personne, elle peut revenir, même si elle va revenir plusieurs fois, mais elle va, en tout cas, elle sait que là, elle peut faire confiance aux professionnels. Il faut aussi rappeler les droits. Ça, c'est très important de dire qu'il y a des solutions, que ce n'est pas parce qu'elle subit des violences depuis des années qu'il n'y a pas de solution pour sortir de ces violences-là, qu'il y a la loi qui est du côté qui est de son côté, et de toutes les victimes d'ailleurs, que voilà, elle peut être aidée dans ses démarches pour sortir de ces violences. Qu'il y a des services, il y a des organisations ou des associations, des structures auxquelles on peut l'orienter si nous-mêmes, on n'est pas légitime pour faire ce travail-là. Il faut qu'elle sente qu'on est vraiment, on travaille vraiment en réseau, que voilà, le médecin il est en contact avec, voilà, avec d'autres, avec d'autres professionnels, même si chacun de son côté est lié à un secret professionnel qui peut-être à un moment donné va être partagé ou pas. Mais en tout cas, il faut qu'elle sente que vraiment il y a des solutions et la loi est là de son côté. Il faut aussi comme raffirmer à chaque fois que les violences sont interdites. Assurer autant que possible la sécurité de la personne et sa propre sécurité. Ça, c'est important. Je vois, tu regardes là, c'est bon, je peux continuer. Assurer vraiment la sécurité de la personne parce que parfois, les travailleurs sociaux, ben, on a tendance un peu à voir, ben, elle est venue, elle était vraiment dans un état pas possible, je vais essayer de voir si elle va bien, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il va pas y avoir un passage de l'acte, on a envie de savoir comment la personne elle va et parfois, ben, on peut un peu mettre la personne en danger parce que si on appelle sur un téléphone et que l'agresseur est à côté, ben, ça peut envenimer les choses et ça peut aggraver la situation. Il faut aussi penser à sa propre sécurité en tant que travailleur social. Parfois, les agresseurs peuvent suivre la victime, peut identifier le lieu où elle peut trouver de l'aide, où elle peut être accompagnée. Il faut vraiment s'assurer de sa propre sécurité. Ça, c'est très important. Il faut aussi se poser voilà, après l'entretien ou même pendant, se poser les bonnes questions. Ça, c'est très important. Et dans quelles circonstances j'axe mon accompagnement? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai mis tout en place pour pouvoir aider cette personne-là? Est-ce que j'ai contacté, je ne sais pas, les collègues, les autres instances qui sont là pour aider la personne? Est-ce que j'ai fait une bonne évaluation des risques de cette victime et les risques sur elle et sur ses enfants? Est-ce que
la situation, est-ce qu'elle est suffisamment urgente? Est-ce que je dois vraiment faire quelque chose très, très rapidement? Est-ce qu'il y a un danger imminent pour la personne ou ses enfants? Ça, vraiment, c'est des questions qu'on doit se poser. Comment la personne que je vais orienter vers le commissariat ou vers un autre travailleur social, comment l'action elle va continuer, comment elle va être perçue par mon collègue ou ma collègue, quelles sont les mesures de suivi que je peux mettre en place, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments de la personne vers laquelle j'oriente cette personne pour pouvoir savoir si, voilà, qu'est-ce qui s'est passé après pour la victime, pour ses enfants. Et ça, c'est très important. Et quelles sont les conséquences si pour moi, j'évalue la situation comme une situation de danger imminent, où je dis qu'il faut vraiment tout de suite mettre la personne à l'abri, est-ce que j'ai pris en compte le fait que madame, elle a plusieurs enfants à bas âge, elle a un enfant qui est autiste, un autre qui a un autre suivi, et que la personne, elle va être mise dans un hôtel pour une mise en sécurité qui va être très, très, très loin. Et pourtant, les enfants, ils ont vraiment besoin d'accompagnement, de suivi. Est-ce que j'ai évalué tout ça? Est-ce que j'ai pu voir avec le travail? Parfois, le travail social, c'est un peu difficile d'être en contact avec le SAMU, avec le 115 et tout ça. Mais essayer toujours, ça serait l'idéal en fait de savoir où la personne va être hébergée, même si on sait que pour des violences conjugales, les hébergements sont vraiment temporaires. C'est difficile de les avoir et c'est très, très loin. Et ça peut décourager les victimes de partir juste parce qu'il y a un autre frein qui va faire, en plus de tous les freins qu'on avait dit, qui va faire qu'elle va vraiment mettre en échec son départ et elle va rester dans cette violence. Donc, on avait préparé un petit cas pratique là tout de suite et pour essayer voilà, de voir, pour juste le lire et puis on va essayer d'échanger sur ces cas, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce cas présent. Donc, alors, dans un centre ou lors d'une consultation, vous recevez une jeune femme toujours accompagnée de son conjoint. Lors des entretiens, elle ne parle jamais. C'est toujours le conjoint qui répond aux questions. Elle a l'air triste et a un regard absent. Elle porte toujours des vêtements amples et longs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là? Moi, je dirais que j'aurais de me proposer au couple parce qu'il y aurait moyen de les voir séparément dans un premier temps. D'accord. Laura disait la même chose, trouver un prétexte pour voir la femme seule. Oui, ça peut être une bonne idée. Donc, essayer de proposer à la femme un rendez-vous en présence de monsieur. C'est ça? C'était ça la... Oui, sans la présence de monsieur, c'est ça. Oui, d'accord. Sans la présence de monsieur. D'accord. Donc, mais comment on peut amener, comment on peut être, puisque c'est toujours monsieur qui répond et qu'il va être présent, qu'est-ce qu'on peut dire comme astuce pour dire à la femme de revenir nous voir toute seule, sans que monsieur ne soupçonne que peut-être il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut dire Pour parler, par exemple, de thématiques vraiment spécifiques en lien avec la femme, la contraception, des choses comme ça qui sont d'ordre vraiment personnel et qui, du coup, n'impactent pas monsieur normalement. D'accord. Est-ce que tout le monde est de cet avis? Moi, par exemple, en consultation sage-femme, s'il y a un examen gynécologique, voilà, et que je veux voir la patiente toute seule, je lui dis que du coup, je vais passer à l'examen clinique et donc je vais laisser monsieur sortir un petit peu et que je le fais rentrer après, quoi. Ou alors, s'il y a des choses administratives à faire, par exemple,
ou des papiers, des admissions à l'hôpital, je vais le missionner lui pour aller aux admissions et comme ça me laisse quelques minutes avec la patiente pour en parler. Mais après, des fois, effectivement, faut trouver le petit truc ça passe en fonction du contexte. Ok. C'est vrai que quand on est professionnel, quand on est sage-femme, je pense que c'est beaucoup. Enfin, on va dire, ça va être un peu plus facile que quelqu'un qui travaille, qui est travailleur social, qui accompagne les deux personnes. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui ont l'accompagnement global des personnes. Comment trouver un mot, comment trouver la justification pour dire à monsieur, mais non, aujourd'hui, on n'a pas besoin de vous et on n'a besoin que de madame. Ça peut être difficile, mais quand on est sage-femme, je pense que c'est beaucoup plus facile parce que, comme vous dites, il y a le fait d'aller faire les démarches administratives ou alors quand on ausculte une femme, il n'y a pas besoin qu'il y ait son conjoint à côté. Moi, du coup, j'accompagne les gens au RSA et du coup, j'ai des couples des fois. Et c'est vrai que du coup, il y a des hommes qui ont du mal à comprendre que je veuille recevoir madame tout seul. Donc du coup, oui, donc des fois, il y a des hommes qui ont un peu du mal à comprendre. Donc moi, ce que je fais, c'est j'essaye d'expliquer que du coup, l'accompagnement sera de meilleure qualité si j'arrive à voir chacun séparément. Et si ça marche vraiment pas, j'essaye de me cacher un peu derrière du coup la loi et en tout cas nos règles, etc. de fonctionnement. Voilà, j'essaye de me cacher un peu derrière ça. En général, ça fonctionne, mais des fois, oui, c'est arrivé qu'il y ait des hommes qui sont un peu plus réticents à l'idée que du coup les femmes puissent se confier sur des choses du foyer, quoi. Gaëlle avait mis dans le chat proposer une consultation de temps, seul puis à deux, et dire que c'est systématiquement fait comme ça. D'accord. Ça rejoint un peu ce qui a été dit. Oui, ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure. Tu as des suggestions, toi, Okiato? Mais les suggestions, c'est en fonction en fonction de notre profession. En fait, comme on dit, c'est toujours des petites astuces à essayer de trouver et ne pas hésiter, comme dit Gaëlle, à faire un petit peu, c'est Gaëlle qui l'a dit, un petit rappel à la loi en disant que nous, ça fonctionne comme ça et il faut le faire comme ça. Ça, c'est important de remettre le cadre de la structure en disant que ça fonctionne comme ça. Parfois, quand il y a des enfants, c'est beaucoup plus... on a vu souvent des professionnels dire qu'il faut il faut dire qu'il y a quelque chose par rapport aux enfants, proposer quelque chose à madame et aux enfants, sachant que parfois, c'est peut-être la femme qui travaille ou que c'est pas facile en tout cas, mais on peut toujours trouver des petites astuces et surtout ne pas hésiter à faire un rappel à la loi pour certaines choses. Moi, ce que je trouve difficile, c'est quand il y a un peu une barrière de la langue et que du coup, en fait, c'est le conjoint qui fait traducteur. Et donc, des fois, effectivement, la femme peut avoir l'air triste, le regard absent, tout ça. Et en fait, voilà, c'est un peu plus difficile de trouver les prétextes, sachant que du coup, lui, il se rend un peu indispensable, quoi. Oui, mais pour ça c'est vrai, mais pour ça, ne pas éviter à faire appel à des interprètes ou à des associations qui sont là aussi où il y a des médiateurs socioculturels qui peuvent, au niveau de la... Ça, je vois ça, il y a aussi des enfants qui peuvent... parfois, on va utiliser les enfants, entre guillemets, pour faire la traduction. Et ça aussi, c'est une double violence par rapport aux enfants qui peuvent être, eux, témoins de violence. Et ça aussi, c'est des choses à éviter. Je trouvais que le mieux, c'est dès le premier entretien,
Mais si s'il y a une barrière de la langue, ben, faire l'entretien avec une autre personne, en fait. Après, excusez-moi si ça peut aider, mis à part les médiateurs, je sais que des fois les structures n'ont pas forcément le budget. Des fois, les dames qu'on leur propose de faire avec Google Traduction à haute voix, ben, elles acceptent en fait. Ça ne traduit pas mot à mot, mais au moins on arrive à se comprendre. Mais en présence de... Est-ce qu'on peut proposer ça en présence du conjoint? Non, du coup, il faut faire partir le conjoint. Voilà. Il faut le faire partir parce que sinon, il va dire il y a quelque chose qui se trame et là, ça va... C'est pas bon. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer un petit peu à la clôture. En fait, là, l'idée, c'était d'annoncer un petit peu plus le module 2 en disant que finalement, les femmes qui sont en demande d'asile ou issues d'immigration peuvent parfois être confrontées à plusieurs types et plusieurs formes de discrimination, à la fois en tant que femme, en tant qu'étrangère, aussi en tant souvent de personnes socialement et économiquement vulnérables. Et donc ça va nous permettre de travailler sur le concept d'intersectionnalité. Alors, si vous n'avez pas entendu parler du mot intersectionnalité, peut-être que vous avez entendu parler du terme, de l'expression de discrimination croisée. Et en fait, l'idée de l'intersectionnalité, c'est de dire que finalement, en fonction de ses caractéristiques, une personne peut subir une combinaison complexe de discrimination. Voilà, parce qu'elle est à la fois d'origine étrangère, mais elle peut être aussi en situation de handicap. Elle peut être une femme et un homme étranger, c'est pas forcément la même chose. Quelqu'un qui vient migration pour le travail, qui a déjà un travail et donc un revenu qui est assuré, ça ne va pas être la même chose que quelqu'un qui vient en demande de réfugiés, qui ne va pas forcément avoir de revenus tout de suite. Donc voilà, donc tout ça fait que ces discriminations vont se chevaucher et vont se croiser. Et du coup, ça va entraîner une combinaison complexe, comme je l'ai dit, de discrimination. Et c'est important d'avoir connaissance et conscience du fait que finalement, il y a beaucoup de choses qui vont s'entrecroiser parce que ça va nous permettre de mieux analyser la situation de la personne et de proposer quelque chose qui soit plus approprié. Voilà, on ne va pas forcément, par exemple, référer une femme en situation de handicap qui subit des violences à la même organisation qu'une femme qui est d'origine française, qui n'est pas en situation de handicap, etc. On va essayer à chaque fois d'orienter, parce qu'il y a des structures qui sont un peu plus spécialisées dans certaines choses. Voilà. Et puis, on ne va pas forcément proposer, pour une mise à l'abri, par exemple, le fait que la personne soit en situation de handicap, ça oblige le travailleur social à se dire mais si on me propose un hôtel où la chambre est au 3e étage et l'ascenseur est en panne, ça ne va pas forcément être possible si c'est un handicap physique. Voilà, donc c'est... Et puis, la personne pour se déplacer, aller faire des courses, etc., ça va être plus compliqué. Donc, du coup, la discrimination, elle est importante peut-être, mais elle est plus multiple et donc important de prendre conscience de ça. Donc, on reviendra plus spécifiquement là-dessus lors du 2e module, mais c'était important pour nous d'introduire quand même ce concept-là. Voilà, pour dire que finalement, c'est un élément d'analyse qu'il ne faut pas négliger. Oui, je pense qu'on va tellement s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci encore d'être resté.